Je vous ai parlé de XST, qui étaient les biens de consommation de base au Canada, où on retrouvait Sobeys, IGA, Loblaw et des grosses compagnies comme ça. Aujourd'hui, on reste dans la même veine, je vous parle d'un FNB de consommation discrétionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des produits non essentiels. Commençons par le contexte. Des biens de consommation discrétionnaire, ce sont des produits et des services qu'on peut se passer en cas de coup dur. Donc admettons les achats plus plaisir ou non indispensables. Par exemple, des voyages, électroménagers, une nouvelle voiture, vêtements de luxe, sacoches de luxe qu'on se passerait bien. Et bien à l'inverse, les biens de consommation de base ou essentiels sont ceux qu'on a besoin donc tous les jours. On l'a vu avec XST, le fonds négocié en bourse que je vous ai parlé. Et bien là, c'est la nourriture, les produits d'hygiène, des choses qu'on a vraiment besoin. Je le répète, essentiel. Quand l'économie va bien, quand elle est prospère, quand on a de l'argent, comme on se souvient à la Covid, où est-ce qu'on ne dépensait pas beaucoup, donc le taux d'épargne était très élevé, les comptes sont un peu plus garnis, eh bien on voit qu'il y a des dépenses discrétionnaires, donc les produits non essentiels. Donc on part en vacances, on change de voiture, on change notre téléphone. Et c'est là que les entreprises du secteur discrétionnaire en profitent pleinement, on va le dire comme ça, parce que quand l'économie se gâte, eh bien, quand par exemple il y a des récessions, une inflation qui est plus élevée ou des incertitudes, quand vous ou votre conjointe êtes en incertitude de votre emploi, ben c'est pas là qu'on va commencer à magasiner une nouvelle voiture, un voyage, etc. On va plutôt se serrer la ceinture et donc on va couper dans les dépenses non essentielles. Résultat, les entreprises discrétionnaires que je vous parle aujourd'hui, eh bien, voient leur vente chuter et le prix de la bourse aussi, le prix de leur action en bourse, eh bien, ça va devenir plus volatile avec des hausses ou des baisses. En tout cas, ils vont être sensibles au contexte économique versus XST qui était le FNB pour les biens de base, les biens que je vous ai parlé essentiels. XST, je reviendrai pas là-dessus encore une fois, mais c'était plus défensif, c'est-à-dire que c'était plus stable, moins cyclique, avec des profits plus réguliers et des dividendes aussi plus stables et qui vont croître, même si on l'a vu, XST n'était pas le FNB qui allait donner plein de dividendes pour nous donner un revenu passif. Donc aujourd'hui, je vous parle des biens de consommation discrétionnaires et vous me dites, mais pourquoi on devrait s'y intéresser? Parce que les tendances de consommation de nous, de vous, de monsieur et madame tout le monde, ça peut être une force dans le marché et ça peut être très puissant. On va le voir un petit peu plus tard avec les rendements, etc. Et les grandes marques de ce secteur-là discrétionnaire, ils font partie de notre quotidien. C'est-à-dire qu'ils reflètent directement ce qu'on veut, nos envies, nos désirs, peut-être même des fois nos besoins, en tout cas comme on dit, se créer des besoins. Et donc, comprendre le secteur des biens de consommation discrétionnaires, c'est un peu saisir nos choix de consommation et comment ces grandes marques-là, avec le marketing, influencent l'économie. Alors, le FNB que je vous parle, donc le fonds négocié en bourse, s'appelle XCD. C'est un fonds sur BlackRock et ça permet d'investir, comme vous le savez, avec une seule action, donc un fonds qui s'appelle XSD. Ça permet d'investir dans un panier mondial. XST était seulement le Canada. Là, c'est mondial et c'est des compagnies discrétionnaires. Alors, il y a une petite particularité qu'on trouve aussi dans d'autres fonds où est-ce qu'il va être marqué Hedge, donc H-E-D-G-E. Et souvent, on me dit, c'est quoi CAD Hedge ou Non-Hedge? Alors, ça veut dire qu'il est couvert au taux de change. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils utilisent, XCD utilise des stratégies pour, on va dire, neutraliser ou éliminer l'impact des fluctuations. Et parce que des fois, c'est juste avec le dollar US, mais là, XCD, vous allez voir, investit aussi bien au Japon, en Chine, en Europe, aux États-Unis. Donc, le fait qu'il soit hedge, ça veut dire qu'on se protège de la fluctuation à la hausse ou à la baisse de l'euro, du yen, du dollar US et tous les autres devises, les autres monnaies qui peuvent être dans ce FNB. Et donc, le FNB est lui couvert dans la devise locale. En gros, c'est un petit peu plus complexe, mais on va dire qu'ils ajoutent des comptes, on appelle ça des contrats de change. On partira pas dans le hedge, non-hedge aujourd'hui, mais en gros, dites-vous que vous n'allez pas être sur les fluctuations, vous n'allez pas être impacté par les fluctuations du taux de change. Et c'est le cas pour XCD qui est donc hedge. Dans XCD, on trouve environ 130 entreprises. Amazon pèse à date, on est en août 2025, pèse pour 10%. Tesla également pour 10%. Ensuite, on continue avec Home Depot, à peu près à 5%.
Toyota, Alibaba, McDo, Sony, LVMH, TGX, que vous connaissez peut-être pas de nom, mais qui regroupe Winners, HomeSense, Marshall. On a aussi Nike, Starbucks, DoorDash et on a même Ferrari. Alors vous voyez, on passe du constructeur automobile comme Tesla, on a aussi du Ferrari, on a du haut de gamme, on a du géant du e-commerce ou du commerce en toujours avec Amazon, on a aussi LVMH qui est le roi du luxe dans le monde, on a même le numéro 1 de la rénovation Home Depot. Côté géographique, je vous l'ai dit tantôt quand on parlait de Edge ou non-Edge, il y a des autres devises, il y a des autres monnaies. 60% des entreprises sont aux États-Unis, 13% sont au Japon, 7,5% en Chine et 5% en France. Là aussi, vous le savez, je le répète, un fonds négocié en bourse est rebalancé automatiquement. Donc, peut-être que ce que je vous dis aujourd'hui ne sera pas la même chose dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, etc. Que le top des compagnies aura changé et même la répartition géographique peut elle aussi être modifiée. Un autre fait intéressant, XCD est capé. Donc, on appelle ça un capped index, donc un indice capé. C'est qu'au niveau des compagnies, on ne peut pas aller plus haut que 10%. On ne touchera théoriquement pas le 11%. Donc Amazon et Tesla, qui sont autour du 10%, théoriquement ne pourront pas dépasser ce fameux 10%. Ce qui est bien, parce que ça évite d'être surpondéré sur une seule ou 2 compagnies. Parce que si on avait choisi XCD et que les compagnies dans le top étaient choisies par leur capitalisation boursière, j'en ai parlé sur une autre vidéo de ce que c'était la capitalisation boursière, et bien là, Amazon et Tesla pourraient peser à eux deux 40 à 50% de l'indice, et c'est pas ce qu'on veut. Au niveau des rendements, sont corrects, mais ne sont pas impressionnants. Depuis sa création en 2013, on est environ à 10%. 10,5%. Et sur les derniers 10 ans, on est à 8%. Alors que d'autres fonds indiciels, avec beaucoup moins de frais, je vais en parler juste après, eh bien, on fait du 14, 15, 16%. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'investir là-dedans? Ça, c'est à vous de le décider. Ce fonds distribue aussi des dividendes. Très peu, à hauteur de 1%. On l'a vu, le dividende est très faible. Parce que pourquoi? Il y a beaucoup de ces entreprises qui préfèrent réinvestir leurs profits pour faire croître la compagnie versus verser des dividendes. Il y a des compagnies, on appelle ça de valeur, qui vont verser des dividendes parce que leur croissance est faite. On parlait des banques. J'avais fait une vidéo sur le secteur bancaire XFN. Et là aussi, croître est beaucoup plus difficile pour les banques. Les parts de marché à aller chercher sont assez minces. Alors que des compagnies dans XCD, on l'a vu avec Nike, on l'a vu avec Amazon, etc., leur marketing pèse beaucoup. Donc ces compagnies-là ne verseront peu ou pas de dividendes et vont préférer prendre cet argent-là, le mettre dans la compagnie, réinvestir, aller chercher des nouveaux clients, faire croître leur part de marché parce que leur croissance, pour certaines, est déjà très avancée, mais ils peuvent toujours aller chercher plus. Le ratio de frais de gestion que vous allez voir sur vos papiers, RFG, des fois ça va être MER, rarement il va être écrit « Voici les frais de gestion » et de 0,66%. C'était un petit peu élevé pour un FNB, un peu comme XST dans les biens de consommation de base qui était à 0,61 si ma mémoire est bonne. Pourquoi? C'est en partie parce que c'est une niche sectorielle. Donc, c'est des compagnies qui ont été choisies soigneusement pour faire partie de ce FNB-là. Il y a une recherche en arrière. C'est pas juste un fonds automatique indiciel que les 500 plus grosses compagnies sont là-dedans. On va vous charger 0,1%. Là, non. Il y a du travail en arrière de ça, en amont, pour avoir un FNB comme ça. Et l'autre chose, c'est en partie aussi pour la couverture du taux de change. Donc, le fait qu'il soit hedge va rajouter un petit peu plus de frais dans la balance. Je vous parle un petit peu maintenant de certains faits, certaines petites anecdotes. Donc, dans le top, on a Tesla. Et en un peu plus de 15 ans, Tesla est passé d'une start-up qui était plus des voitures exotiques à leader de l'industrie. Ça a été la voiture la plus vendue en Europe. Aussi, il y a une rentabilité du véhicule. En gros, Tesla, par voiture vendue, comparé aux autres constructeurs automobiles, en 2023, Tesla faisait 8400 US de profit brut pour une seule voiture. C'est environ 3 fois le profit par véhicule que les autres constructeurs comme Ford ou GM. Et en fait, ce chiffre-là, il est en baisse aussi parce qu'en 2021-2022, Tesla frôlait les 17 000 $ US de profit par véhicule, donc au premier trimestre de 2022. Ça veut dire qu'il y a une concurrence dans les véhicules électriques. On le voit maintenant, toutes les grandes marques
font leur modèle de véhicule électrique, mais quand même, on va se dire que Tesla est très spectaculaire parce que en moyenne, les constructeurs, historiquement, dégagent environ 3000 à peu près de bénéfices par voiture. Là, on est quand même rendu à 8400 US. Donc, c'est un bel exemple de réussite et c'est aussi un bel exemple de produit discrétionnaire parce que les consommateurs, vous, moi, on est prêt à payer un petit peu plus cher pour de l'innovation ou même une image de marque. On se souvient, à l'époque, Tesla, quand c'est sorti, c'était vraiment un signe qui démontrait le luxe, c'était une fierté de posséder une Tesla. Alors c'est un avantage d'être dans des modes comme ça, que les gens veulent s'arracher un logo, mais ça peut être risqué aussi parce que il y a la concurrence qui est en train de rattraper son retard. Pour l'instant, Tesla reste quand même une entreprise dans les plus profitables à part unité vendue, mais faut toujours continuer l'innovation parce que les modes, le mot vient de là, modal, ça passe. Et c'est là qu'il faut faire attention. Ensuite, on a LVMH, c'est un empire, on va le dire, là, de 75 maisons de prestige avec la mode, ils ont des parfums, ils ont les bijoux, les vins, l'alcool, les spiritueux. En 2024, le groupe a réalisé près de 85 milliards d'euros en vente et c'est un record. Donc c'est quand même, moi je trouve ça assez impressionnant, c'est que en vendant des produits de luxe, des sacs à main, des champagnes, peu importe, sont quand même capables encore maintenant d'aller accrocher autant de monde. Donc en 2024, un record, 85 milliards d'euros de vente. LVMH, c'est le summum du bien de consommation discrétionnaire parce que vraiment, personne n'a besoin d'un sac Louis Vuitton. Puis là, je pourrais couper ce clip-là pour que vous montriez à votre conjointe, mais personne n'en a besoin. Mais personne n'a besoin non plus d'un champagne Moët & Chandon ou d'un cognac Hennessy pour vivre. Mais les produits que LVMH offre, ben, ça symbolise un statut social, une expérience. Est-ce que la qualité est là? À vous de me le dire. Ce qui est intéressant avec le milieu du luxe, c'est que les marges sont extrêmement élevées et que la demande, ben, elle ne faiblit pas. Donc, il y a toujours du monde qui en veut grâce à des clientèles comme des très riches en Chine, en Russie, qui sont prêts à dépenser pour du luxe. Fun fact, le PDG s'appelle Bernard Arnault et ça a été l'homme le plus riche du monde brièvement en 2023 parce que le cours de l'action avait énormément augmenté et donc il y a eu une fortune estimée puisqu'il compte les actions de 240,7 milliards de dollars. C'était en avril 2023, donc il y a eu un petit pic, il a dépassé Elon Musk, mais finalement c'est redescendu et Elon est repassé en première place. Donc en investissant dans XCD, on s'expose directement à ce type d'entreprises qui sont capables de faire des marges énormes, pour ne pas dire colossales, parce qu'ils ne vendent pas forcément un produit, ils vendent un désir, ils vendent du rêve. Bien sûr, le luxe peut être cyclique aussi, ça dépend de la richesse des clients, de ce qui se passe dans l'économie, mais LVMH et les grandes maisons de luxe ont su quand même créer un effet de rareté, un effet de désir, un effet d'envie qui sont assez durables autour de leurs produits. Ensuite, dans le top de XCD, on a Amazon, je vous en ai parlé, qui pèse à peu près 10%. Amazon actuellement emploie environ 1,56 million de personnes à travers le monde, ce qui est énorme. Donc pour les investisseurs de XCD, Amazon est quand même bien parce qu'il apporte aussi bien une exposition à la fois à la vente au détail, puisque c'est de la vente, mais aussi à la tech parce qu'il développe énormément de choses et au niveau de la logistique. Imaginez le nombre d'entrepôts, la logistique qu'il faut pour livrer autant de colis dans le monde entier. XCD, c'est avant tout un placement de croissance. C'est idéal pour quelqu'un qui veut se diversifier et qui a déjà, comme je le répète souvent, un fonds dans des fonds. Donc quelqu'un qui a déjà 50, 80, 100 000 $ dans son portefeuille pourrait commencer à en intégrer pour aller chercher des rendements un peu plus diversifiés. Donc si vous voulez parier sur l'innovation des entreprises pour créer de la demande, parce que avouons-le, il y aura toujours quelqu'un qui voudra une nouvelle sacoche ou un nouveau iPhone et les modes vestimentaires sont pas prêts de s'arrêter. XCD est moins approprié pour quelqu'un qui a un profil très conservateur ou pour quelqu'un qui commence en investissement qui ne connaît pas forcément les cycles parce que son bêta est un petit peu plus élevé. Donc le bêta, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est la volatilité des marchés. Eh bien, il est un petit peu plus élevé au niveau de la volatilité, mais rien non plus d'épeurant. Sur une note personnelle, je pense qu'avec l'accès au crédit, à l'écart entre les riches et les pauvres, on va dire l'effacement de la classe moyenne, je pense qu'un fonds comme ça est là pour durer et qui va juste performer encore plus.
N'oubliez pas, si vous avez des questions, je reste disponible. Si vous voulez des consultations privées, j'en offre. Si vous préférez ne pas me voir et plus regarder un écran, j'ai aussi des programmes qui sont 100% en ligne, même si je préfère vous parler de vive voix, mais chacun prend ses décisions. C'est des petits investissements qui peuvent vous rapporter gros, puisque une séance de 30 minutes ou 1 heure va pouvoir vous faire sauver des milliers et des milliers de dollars en frais de gestion. Pour information, j'avais calculé avec ma blonde au niveau des frais de gestion qu'on économisait à le faire nous-mêmes, à se former. J'ai dépensé à peu près 10 000 dollars en formation en tout et pour tout, puisque j'ai passé mes cours aussi comme courtier en valeurs mobilières. Ça coûte de l'argent de passer les cours. C'est pas ce que vous avez besoin, mais quand même. Mais on économisait environ 600, 700 à 800 000 de frais de gestion dans toute notre vie. Donc de dépenser 10 000 pour moi était vraiment extrêmement rentable. J'ai eu un très bon retour sur investissement et je vous invite à faire la même chose parce que c'est en prenant action qu'on va développer nos capacités, qu'on va développer nos connaissances et qu'on va être capable de mieux gérer notre portefeuille. Donc je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.